Bonjour à tous, bienvenue au Balado Plein Écran, jour 3 de la programmation, un balado présenté en collaboration avec les copains du son et la Caisse des Jardins de la Culture. Salut Alex! Allô Ariane! Qu'est-ce qu'on a au programme pour le jour 3? On a la chance de commencer avec un duo. On va parler à Gabriel Côté, pour des gens vivent ici, et à David Plot, directeur artistique de Boîte à savon. Grosse job de direction artistique d'ailleurs, très très hâte d'entendre ça. On continue avec quoi? En fait, par la suite, on a la chance de parler à Catherine Moavin du Wapikoni. Elle vient nous parler d'Île Nicureux. Et on va terminer avec un segment en anglais avec Arshia Akiba qui vient nous parler du fabuleux Who Loves the Sun. Un très très beau programme. Amusez-vous! On est bien énervé aujourd'hui en studio parce qu'on a de la belle visite. On a Gabriel Côté qui vient nous parler de son superbe film Des gens vivent ici. Allô, Gabriel. Bonjour. Bonjour. Et puis, on a David Plot, directeur artistique de Boîte à savon, qui vient nous parler de Boîte à savon. Bonjour, David. Salut. Ça va? Ça va très bien, toi? Ouais. On est pas mal content de vous avoir ici avec nous en studio. Avant de sauter dans le vif du sujet, moi, j'aime toujours ça, des petites questions de réchauffement. Vous avez sûrement remarqué les beaux gâteaux, les chapeaux de fête, les chapeaux de fête. C'est un décor qui, en fait, est pour notre 10e anniversaire. Puis moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez... C'est quoi votre plus beau souvenir de fête? J'avoue que j'ai pas trop. Ou sinon, c'est quoi votre gâteau de fête préféré? Quand j'étais jeune, ma mère, elle faisait les gâteaux. Puis sur demande, on lui demandait « Ah, j'aimerais vraiment savoir tel gâteau. » Puis elle faisait, tu sais, mettons, un temps où on tripait sur les Game Boy dans les années 80, tout ça. Tu sais, elle nous a fait un gros Game Boy en gâteau. Puis c'est quand même cool de pouvoir demander à sa mère de faire le gâteau que tu veux pour ta fête. C'est quand même un beau souvenir de ça. C'est super. Est-ce que ta mère était pâtissière? C'était un trip qu'elle avait. Je pense qu'elle s'est mise à faire des commandes à un moment donné, tout ça, mais c'était vraiment juste off de sa job. Normal, c'est pour le plaisir. Ouais. J'aimerais ça en avoir un gâteau Game Boy, moi aussi. Ouais, j'ai été chanceux à ce niveau-là, quand même. Et puis toi, Gabrielle? Moi, ma fête, c'est le 28 décembre. C'est entre Noël et Jour de l'An. Donc, pas mal toute mon enfance, il n'y avait pas souvent des gens qui étaient disponibles pour venir à ma fête. Il y a une fois que mes parents ils ont organisé un grand souper de Noël dans un restaurant. De Noël. De fête, parce que je dis Noël, parce que tout le temps ma fête est fêtée à Noël. Mais là, cette fois-là, il y avait à peu près une douzaine de personnes qui étaient venues à ma fête. Puis c'était le fun. Pour mes 10 ans, justement. C'est nice, mais c'est aussi plate que ta fête soit comme à côté de Noël. Bonne fête! By the way, tu viens Ah ouais, c'est vrai? Oui, je viens d'avoir 27 ans. Est-ce que tu as eu un beau party cette année? Ou... J'ai pris ça mollo. Moi, j'aime ça maintenant, mais je pense que c'est à cause de l'habitude, justement, que je préfère fêter ma fête tout seul. Ça, je comprends. Ouais, c'est comme trop de social à Noël. Puis le jour de l'an qui s'en vient, je suis comme, OK, j'ai besoin d'une pause. C'est un moment pour moi, pour célébrer moi. Parfait, je vais penser, je vais faire mon propre gâteau de fête, puis je vais le manger tranquille dans ma cuisine. Voilà. Écoutez, j'aimerais sauter dans le vif du sujet. On peut commencer par Gabrielle. Moi, j'ai absolument adoré ton film. J'aimerais savoir, est-ce que tu peux me parler un peu de comment le projet est né? Des gens vivent ici, c'est parti d'une photo que j'ai prise dans le quartier chinois de Montréal. C'est vraiment pas une belle photo, justement. C'est une photo où est-ce qu'il y a des logements un peu délavés, puis que ça donne pas envie d'aller vivre là. Puis je suis comme, oh my God, some people live here. Puis là, j'ai comme eu une espèce de empathie pour tous les gens qui peuvent pas se payer un bon logement ou qui ont de la misère, en fait, à se loger, point. Puis en me promenant dans le centre-ville, j'ai vu les nouveaux bâtiments qui se construisaient. Puis j'étais un peu comme répulsée par les façades modernes où est-ce que c'est tout uniformisé. Il n'y a plus de couleurs, il n'y a plus de texture de bois. C'est tout rendu plastique, pétrole. Puis ça me révoltait vraiment, puis j'avais besoin d'en parler. Fait, le film est parti de là. Après, avec mes photos argentiques, j'aime ça faire des collages. Puis, c'est justement en collant une photo sur les autres que je suis venue un peu avec l'esthétique de scrapbooking vidéo qu'il y a dans le film. J'adore, parce que c'est un format tellement unique. J'aimerais savoir, est-ce que ça t'a pris du temps
faire le film? Sur combien de temps ça s'est... Oh mon Dieu, oui, ça a pris tellement de temps. Ça doit pour Ah, vrai du stock. C'était un cauchemar parce que je connaissais pas les logiciels pour faire ce type de projet-là. Donc, j'ai dû apprendre le logiciel en même temps que faire le film. Et c'est mon film de fin d'études, donc j'avais à peu près une session, 4 mois pour le faire. Et on était 2 sur le projet. Puis on s'est séparé un peu la tâche, une le jour, une la nuit. Puis l'ordinateur, il roulait tout le temps. Il n'y avait jamais de pause. On n'a jamais éteint l'ordinateur en 4 mois. Donc oui, ça a pris énormément de temps à faire ce film-là. Ben oui. Ouais. C'est quand même fou. Tu dis que c'était un projet de fin de session. Est-ce que tu avais une certaine structure à respecter? Est-ce que tu avais des contraintes? Ou tu as pu vraiment absolument faire ce que tu veux? J'ai quand même été chanceuse parce que je suis le premier film forme libre qu'on appelle. OK. J'ai fait les études à l'UQAM et c'est la première fois qu'ils ouvraient un film de fin d'études expérimental. Donc là, j'ai eu plus de liberté, je pense, parce que c'était nouveau, on essayait. Fait que je pouvais aller sortir un peu des limites, puis c'est un peu moi qui a peut-être mis les limites pour les prochains projets. Mm-hmm. Le mien était très ambitieux. Mais tu sais, les professeurs, ils voulaient que je fasse le meilleur film possible et mes collègues aussi. Donc, j'ai vraiment été chanceuse pour ça. Donc, tu as eu champ libre, quand Ouais. même. Forme libre. Formule libre. Ouais. Ah, ben oui. Dis-moi, David, est-ce que tu as des questions pour Gabrielle? Ben, je pense en fait qu'ils ont fait un bon choix de te laisser aller là-dedans. Puis c'est cool que tu aies pu avoir tout ce terrain de jeu-là. Bon, on en a parlé un petit peu avant, là, mais tu sais, moi, je trouve ça assez ambitieux. Puis c'est cool. Tout le côté politisé de ton film est super. Pour vrai, tu commences, tu regardes le film, puis t'es comme, OK, on sait pas trop ce que ça s'en va. Puis assez rapidement, on comprend que, OK, ouais, c'est exactement ce que la plupart des gens pensent, en fait, de ce qui se passe en ce moment. OK. Ouais. C'est quand même touchant de voir, tu sais, tout. Je sais pas si c'était voulu, mais au départ, dans ton film, tu mets quand même une couple de variétés aussi d'architecture qui clashent un peu à Montréal, mais ce qui fait la beauté de Montréal, là, tu sais, toutes les influences italiennes, grecques, whatever, tu sais, qui sont toutes mixées. Toutes les techniques puis les architectures différentes qu'il y a, c'est quand même super beau, puis riche. Puis c'est vrai que, tu sais, juste de. Il faut errer ça, puis faire des condos carrés, bruns, gris. Ouais, c'est quand même. Ou vert fluo. J'en ai vu une coupe avec des. Ouais. Ouais. C'est des essais qu'ils appellent. C'est des... Des erreurs, on sait pas. Mais Ouais, t'as un excellent point, David, en fait, oui, sur le contenu politique de ton film. En fait, est-ce que... c'est quoi les commentaires que tu reçois le plus souvent par rapport au contenu de ton film? Pas nécessairement... Ben, la forme aussi, mais le contenu. Il y a des gens qui étudient en urbanisme qui sont venus me voir après avoir vu le film puis qui me disaient hey, ça pourrait être un choix de maîtrise, ça pourrait être un film éducatif. Puis j'y ai beaucoup pensé. Côté engagé, c'est vrai que le film, il porte sur la gentrification. En fait, vu que, justement, tu regardes le film, tu sais pas trop où est-ce que ça s'en va, puis à un moment donné, ça te fait réfléchir. C'est ça que je voulais apporter, parce que le film, il n'y a aucune narration, il n'y a pas de dialogue, c'est que de la musique et des images, puis tu peux former ta propre pensée sur ce que tu vois. Puis c'est ça que les gens ils ont le plus aimé, je pense. C'est justement qu'ils pouvaient eux-mêmes réfléchir avec ce qu'ils recevaient. Puis je les prenais pas pour des cons, là. Les gens, ils peuvent faire leur propre histoire avec les images. Mais j'adore, justement, tu fais confiance à ton public aussi, là. Oui. C'est le pouvoir de la suggestion. Est-ce que je peux m'avancer? Oui, Okay. absolument. J'ai une flamme qui m'a allumée. Il y a une dame qui est venue me voir après une projection, puis elle m'a dit qu'elle était super intéressée par la dernière partie du film, qui est un peu genre le moment très heureux de la finale, parce que j'ai envie de donner espoir avec le film. Au début, ça... C'est beau que tu aies mis ça à la fin, pour vrai. Là. Ah, j'ai adoré faire la fin. Même en faisant le montage, c'était thérapeutique, faire cette fin-là. Puis ça sort du mouvement solaire punk. Puis c'est ça que la madame était comme, c'est quoi ce mouvement-là? Puis elle était super intéressée à en apprendre plus. Puis moi, c'est ça mon objectif avec ce film-là, c'est d'intéresser les gens à ce mouvement-là. Est-ce que tu peux nous parler de ce mouvement? Donc, le mouvement solaire punk, c'est un mouvement qui veut mettre de l'avant l'écologie, la collectivité. Donc, c'est de façon
plus facile que je peux le dire, c'est on a marié notre technologie avec la nature. On fait maintenant partie de l'écosystème par la façon qu'on vit et le lieu qu'on vit aussi. Donc, c'est de réintégrer l'écologie, les énergies vertes à notre mode de vie, mais aussi dans notre social, notre façon de voir l'économie puis notre façon de socialiser entre humains. Ça ressemble à des... Ça a l'air flou, mais c'est très visuel aussi comme esthétique. On voit souvent des buildings avec des toits verts, des panneaux solaires. On voit des fermes, comme les fermes Loufa, des fermes serres, des espaces plus grands, moins de place à la voiture, plus pour le transport en commun. Donc, cette espèce d'ambiance-là, j'aime ça, puis je veux en faire plus dans les films. Dis-moi, est-ce que tu penses, en fait, utiliser la même esthétique pour tes projets futurs? Oui. Donc, je suis super excitée. J'ai un film avec l'ONF en ce moment. Donc, on va produire un court-métrage. Ça va être justement avec la même esthétique solaire-punk, mais version hiver. Comment est-ce qu'on intègre la collectivité en hiver? Parce que c'est souvent en hiver qu'on s'isole dans notre maison. Il y a moins de façons de vivre en social. Puis aussi, notre ville n'est pas tant bien adaptée pour l'hiver, alors qu'on est tous au Canada des villes hivernales nordiques. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de commencer ce projet-là. Mais c'est super intéressant. Puis je pense que ça va nous faire du bien parce que l'hiver est difficile. Oui. Ouais, surtout, l'hiver est très nordique cette année, on peut se le dire. En fait, avant de te laisser aller, moi, j'ai une dernière question pour toi. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu aimerais que les gens sachent par rapport à ton film qui est peut-être un peu moins évident après la première écoute? Il y a tellement d'éléments à regarder dans le film. C'est comme un peu un cherche et trouve en même temps. Mais il y a une maison qui revient à chaque chapitre du film. Et... Là, c'est sûr qu'on a envie de le réécouter juste pour trouver la maison. Oui, cette maison-là, elle montre le fil du changement. Des fois, c'est radical comment qu'elle change, mais elle est tout le temps là et elle persiste à travers les changements socio-économiques dans le film. Puis, voilà, essayer de la retrouver. Il y a un autre petit détail. On est tellement allé dans les mini-détails dans le collage. On a filmé des pancartes de marathon. Puis, je trouvais que ça marchait pas. Marathon, c'est des pancartes oranges, ça fait pancarte de rénovation, construction. Puis, je me dis, il faut changer les mots pour que ça marche avec le film. Fait qu'on a changé la pancarte pour écrire Rénoviction à la place. Puis, il y a des micro-détails comme ça, mais partout cachés dans le film. On peut passer à David. Salut. Bonjour, David. Bonjour. Bonjour. En fait, j'aimerais savoir un peu si tu peux expliquer un peu Boîte à savon pour les gens à la maison qui ne l'ont pas encore vu. C'est un sympathique film jeunesse. Ça se passe dans un monde imaginaire un petit peu. C'est la course de la Muerte, qui est comme... qui englobe, mettons, une grande course de boîte à savon qui descend d'une grosse côte, d'une grosse montagne, la montagne de la Muerte. Puis, annuellement, ils font... le prix à gagner, c'est les grandes couronnes, tout ça. Puis c'est comme des jeunes qui... un peu des... Pas des stéréotypes, mais tu sais, un peu de ce qu'on écoutait dans les Goonies ou whatever quand on était plus jeune. Ben, tu sais, c'est très catégorique qui fait quoi, c'est qui est le protagoniste, c'est qui est le méchant, puis tout ça. Puis c'est une sympathique petite histoire, dans le fond, qui une belle histoire d'amour, en fait, de jeunesse. Ouais, je vais dire ça de même, qui se passe à travers de la course. C'est une histoire qui réchauffe le cœur aussi. Ouais, il y a de l'action, il y a de l'amour, il y a tout ça. Il y a de tout. Il y a absolument de tout. Ouais, c'est éclaté quand même. Mais ça, c'est l'imaginaire à Jimmy. Ça, c'est beau ce qu'il y a dans sa tête. Je veux dire, t'es le directeur artistique, clairement aussi. Ça doit être beau ce que t'as dans ta tête à toi. Mais un petit lien. Mais en fait, je sais pas si tu peux me parler un peu du tournage, de l'expérience de tournage. Comment ça s'est passé? C'était comme un marathon un peu. C'était comme un très, très gros mois de février-mars où est-ce que j'ai pas beaucoup dormi parce que beaucoup de choses ont été fabriquées à la main là-dedans, dans le fond. Fait que toutes les boîtes à savon, la forêt, les maquettes, tout ce que vous voyez, pour la plupart, a été fait en vrai. Ce qui a été ajouté, il y a eu du dessin, il y a eu du stop motion qui a été ajouté à ça. Ça, c'est tout Jimmy qui a tout fait ça à main de son côté, le montage, c'est tout lui qui a fait ça. Fait qu'on essaie comme de mixer plusieurs styles, mais c'était beaucoup aussi une
notre but là-dedans, c'était quand même aussi de faire une petite lettre d'amour au bricolage. Tu sais, chacun des véhicules avait un lien avec comment on bricole quand on est jeune. Il y en a un qui était fait en papier mâché, t'en as un autre qui était fait avec du tissu, t'en as un autre qui était juste fait avec du tape. Fait que tu sais, il y a comme tout le temps un petit quelque chose là, on ramassait des trucs dans le recyclage, puis on bricolait des trucs avec ça. Là. C'était quand même tout qu'un bricolage arrivé à ça. Est-ce que c'est toi qui as construit les bois? Ouais, c'est toi qui as tout construit. Ouais, Ok. ouais. Même Ça a pris combien de temps de construire? Pas mal, presque 2 mois. Ouais. Non-stop, là, presque 7 jours sur 7. Là. Même le personnage de Monsieur Mastodonte qui ouvre puis qu'il y a comme des petits bébés qui sortent, là. Denis Marchand, qui est mon ancien prof d'art drame, il est venu à mon atelier puis je l'ai moulé de A à Z puis j'ai fait un dummy de lui avec une face en caoutchouc. Là. Fait que, on a quand même fait toutes ces étapes-là pour juste la petite séquence de ça. Qu'est-ce que... Oui, vas-y. Ouais, je serais intéressée à savoir comment gros étaient les maquettes. Pour que... La montagne, mettons, dis-toi qu'à partir du sol, elle est environ ça de haute. Okay. C'était quand même un bon mètre et demi par au moins 1 mètre de haut. Puis c'était-tu juste une grande maquette sur laquelle vous animez partout ou il y avait plusieurs maquettes? Il y avait plusieurs petits trucs. Il y a la grosse montagne en soi qui avait plein d'ensembles où est-ce qu'on fait comme juste planter les arbres ailleurs puis changer les petits trucs. Les voitures étaient ça de grosses, là. Puis sinon, il y avait un truc rotatif. Dans le fond, c'est une espèce de gros cylindre qu'on a mis au bout d'une drill puis qu'on a comme mis des petits arbres sur les côtés. Fait que quand tu regardes l'horizon de ça puis que ça tourne, mais ça a l'air d'être le chemin qui roule avec les petites voitures qui sont... On a beaucoup ri, on a eu vraiment beaucoup de fun à le faire. Puis ce qui était cool aussi, c'est qu'avec les jeunes tripaient. Ils arrivaient dans le studio, puis il y avait du stock à s'amuser. Là. Ils embarquaient vraiment dans les chars, puis ils pouvaient y croire. On les bougeait, on les tournait, on faisait tout ce qu'on voulait avec. Là. Même des petits arbustes qui passent en arrière, sur des rails. Fait que c'est quand même cool. En fait, moi, j'aimerais... T'as mentionné les Goonies tout à l'heure. Ouais. Puis c'est sûr qu'en regardant ce film, il y a d'autres influences qui nous viennent en tête. Puis je sais pas si tu peux nous parler un peu de tes influences. Comme, c'est sûr, je pense qu'on est peut-être dans le même bracket d'âge. Moi, c'est sûr que les contes pour tous... C'est sûr, on dit de même. C'est parce que le Game Goonies, Boy... merde. Moi aussi, le Game Boy, c'était dans mon enfance. Mais je me demande... en fait, c'est sûr que les contes pour tous... de Roch Demers sont évoqués. Je pense aussi peut-être à Michel Gondry, tu sais, comme ce genre d'esthétique-là. C'est sûr que Boîte à savon est unique, mais je sais pas si tu peux me parler un peu de tes influences. Je sais pas si toute l'influence des fin 80-90, je pense que que ce soit des Indiana Jones ou de quoi de même, quand il peut avoir quand même de la comédie mixée avec l'action, mixée avec des émotions un peu. Ça regroupe tout ça, Boîte à savon, puis on a grandi là-dedans quand même un peu. C'est vraiment pas juste un film d'action. C'est quand même touchant de voir comment que le petit gars interagit avec la fille, puis que le vocabulaire qui est utilisé là-dedans aussi, c'est vraiment... Je trouve qu'on peut vraiment se rattacher à notre jeunesse aussi. Le fait que ce soit parlant joual tout le long, que c'est comme... Je sais pas. C'est toute la beauté à travers de ce film-là. Ça rejoint quand même, quand on écoute les contes pour tous, là, la guerre des tucs, là, c'est quand même... c'est du franc-parler quand même québécois de ce temps-là. T'sais. Mais on se reconnaît là-dedans. On a grandi de cette façon-là. Fait que c'est très nostalgique, ouais. Ouais. Mais c'est beau, tu sais. Puis il faut être fier de cette langue-là. Puis de tout ce que... Tu sais, ça apporte de la richesse de dire les mots de cette façon-là. Fait que... venant de la bouche des enfants en plus, t'es comme c'est encore plus attendrissant. Si on parle d'enfants, en fait, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez trouvé votre cast, le casting. Je sais qu'il y a plein d'agences qui ont fait plein de démarches pour trouver. Joey, en soi, ça a été une petite perle qui a été trouvée à travers de ça. Là. Okay. Le personnage principal qui joue Hubert. Là. Est-ce que tu as dû avoir une relation avec les enfants quand tu fais ton travail de directeur artistique? Est-ce que comme tu dois interagir avec eux d'une façon? C'est sûr que sur place, il y avait toutes sortes de setup un peu bricole. Fallait littéralement que je les fasse spinner, que je les bouge ou qu'on les soutienne pour qu'ils aient l'air de voler ou toutes sortes de...
Fait que oui, on interagit avec eux autres. Puis en fait, ils ont juste ben trop du fun. Là. C'est comme... ils embarquaient vraiment dans le game. On était comme des adultes qui étaient revenus des enfants. Puis eux autres, ils embarquaient dans le jeu à fond. Là. C'était... Mais comment tu faisais ça pour les faire voler puis les brasser? Est-ce que tu avais une machine ou c'est toi vraiment qui bougeais le... À un moment donné, les licornes, ils se mettent à spinner. Ben, j'avais une plateforme tournante, puis on les mettait dessus, puis on se faisait spinner le truc. Puis même qu'à un moment donné, il fallait arrêter un petit bout parce qu'il était vraiment, vraiment étourdi. Puis sinon, ben, je les avais surélevés sur des plateformes avec des roues latérales pour faire comme les espèces de collisions ou les... Des fois, ils passent juste un en avant de l'autre. C'est la même chose, c'est sur des plateformes. Fait que j'avais beaucoup de techniciens. Je pense que j'avais 5-6 techniciens de corps, un accessoiriste, 2 marionnettistes. Fait que, tu sais, tout ensemble, à un moment donné, t'en as un qui a une canne à pêche puis qui tire le chandail, qui ça a l'air de flacoter au vent, ben, tu sais, pendant que l'autre pousse. C'est un travail d'équipe, là, vraiment. Là. Mais, tu sais... Alors, ça a tellement dû être trippant. Ouais, vraiment. C'était vraiment très, très cool. Est-ce que, en parlant de moments trippants, est-ce que tu as comme des histoires drôles, behind the scenes, ou des histoires loufoques de tournage? C'est sûr qu'après avoir autant pas beaucoup dormi pendant 2 mois, je me souviens que j'avais eu un sale fou rire, mais j'étais juste la tête à l'envers dans le truck des Krakenberg, juste pour pousser les tuyaux pour qu'ils pitchent. C'est comme si les 2 muffleurs, ils sortent, puis il y a comme de l'orangeade qui sort, ça fait glisser les personnes. Ça faisait je sais pas trop combien de fois qu'on le refaisait, puis j'étais juste la tête à l'envers à pousser un tuyau, puis à le ramener. Puis là, à un moment donné, je me suis juste mis à rire, puis j'arrêtais pas. Mais ça, c'était le 2 mois d'accumuler de pas trop de sommeil. Là, ça... Fait que c'était juste 2 jambes qui dépassaient d'une boîte à savon. En tout cas, c'était un peu n'importe quoi. Là. Oh, j'adore. Mais... Moi, j'aimerais savoir, j'ai demandé la même question à Gabrielle, en fait, c'est quoi le commentaire que tu reçois le plus suite que les gens te disent après l'écoute de ton film? Je te corrigerais en disant de notre film. Oui, de votre film. Mais j'ai jamais eu de mauvais commentaires de quoi que ce soit, puis tout le monde me parle c'est comme s'il écoutait une vieille émission qu'il écoutait dans le temps. Puis les gens se reconnaissent beaucoup en certains personnages ou je pense que les gens aiment le côté hyper éclaté de ça. Mettons un canon pour pitcher des chats, tu sais, c'est quand même... Les gens embarquent dans cet humour complètement éclaté. Puis ça lui fait du bien. Je pense souvent le mot qui revient, c'est que c'est rafraîchissant. En effet, c'est les rafraîchissant. Bien, malheureusement, je pense que c'est déjà la fin. Moi, je continuerai à vous parler de tout et rien et de vos films. À très bientôt. Merci. Merci, Gabrielle. Merci, David. Merci à toi. Merci. On est très chanceuses et chanceux aujourd'hui. On a de la superbe visite en studio avec nous aujourd'hui. On dit bonjour à Catherine Boivin. Bonjour, Catherine. Bonjour. Bonjour. En fait, Catherine est la présidente du conseil d'administration du Wapikoni Mobile. C'est une artiste et une cinéaste. On s'était déjà entretenus. D'ailleurs, il y a environ 2 ans, parce qu'on avait présenté ton superbe film 6 minutes par kilomètre, je crois, dans le cadre de l'édition 8. Oui. Dans le temps que les podcasts étaient audio seulement, mais là, on a un beau studio. Catherine vient nous parler aujourd'hui d'un autre superbe film, Inikureux, qui a été réalisé par le comité des femmes de Mashtoyach Pouakutu. J'espère que je prononce bien. Et puis, on va parler du film un peu, et puis on va parler aussi de la mission du Wapikoni Mobile. Catherine, oui. Tu as sûrement remarqué notre superbe décor de fête en studio. Moi, j'aimerais te poser une petite question pour se réchauffer un peu. J'aimerais savoir, c'est quoi ton meilleur souvenir de fête, si t'en as un? Oui, mon meilleur souvenir de fête, on est allé dans le sud, on est allé en Martinique avec ma famille et j'ai beaucoup aimé ça, la chaleur et tout, mais aussi j'ai beaucoup apprécié voir ma fille apprécier le moment puis être heureuse. Et ouais, ça, c'était un bon moment que j'ai beaucoup apprécié. Ouais. Ouais. Ça fait combien de temps de ça? Ah, ça fait, mettons,
Ça fait 2 semaines. Oh my God, OK! Oui, c'est ça, c'est le plus récent de fêtes parce que je pensais aux fêtes. Puis vu qu'on sort des fêtes, je me disais, c'est le premier truc qui me sort de l'esprit. Fait que, oui. Ben oui, t'es resté combien de temps, là? On est resté 1 semaine et c'est ça. On a fêté Noël là-bas. Très, oui. C'est fun, ça. Oui. Ouais, ça fait du bien. Oui. Ben, écoute, merci d'être venu nous voir en studio. Je sais que tu as fait un peu de route. Oui. Un peu. Un peu, oui. C'est environ 1h30, 2 heures. Ah oui, 1h30, 2 heures. Puis le Google Maps m'a failli envoyer à 15 minutes d'ici, fait que j'étais un petit peu loin. Mais une chance que j'ai revérifié le Google Maps, parce que sinon, je serais arrivée en retard, ça, c'est sûr. Ben, on ne remercie pas Google Maps. Non, du tout. Ben, écoute, moi, je me demandais, est-ce que c'est possible de parler un peu de Deal Creux pour les gens qui, à la maison, ne l'ont pas regardé encore? Oui, ben c'est un film qui parle de la guérison, en fait, le processus de guérison d'un collectif de femmes qui sont à Machtoyash. Et à travers leur processus, c'est la création de poupées, en fait, qu'elles ont faites. En fait, le film parle de ça un peu, de la façon qu'ils ont créé ces poupées-là, mais aussi les thèmes, les témoignages de ces femmes-là à travers le film. Et voilà, ça parle vraiment la processus de guérison, la guérison de quoi des pensionnats autochtones. Donc, voilà. C'est un film qui est quand même très puissant parce que, justement, c'est des témoignages first-hand, en bon français, des pensionnats. C'est très méditatif aussi. J'ai beaucoup aimé la mise en scène. On sent qu'on est assis à table avec eux et qu'on travaille sur leur belle poupée. Je me demandais, est-ce que le comité des femmes, est-ce qu'elles ont vu le film? Oui, je pense qu'ils l'ont vu. Ils l'ont présenté dans plusieurs festivals. Mais moi, j'étais présente à mon festival Regard au lac Saint-Jean, dans ce coin-là, en tout cas, à Chicoutimi. Puis j'ai rencontré, en fait, le collectif là-bas. Puis je les trouvais très, très sereines, très fortes. Puis aussi très fières. Je voyais en eux la fierté d'avoir fait ça. Puis je pense qu'avec leur collectif, de partager ça, je pense que ça touche des gens. Ça peut toucher beaucoup de gens, mais aussi d'autres personnes qui ont passé à travers le pensionnat. Puis je pense que ça ouvre le dialogue autour de ça. Puis aussi, les gens peuvent, je pense, s'identifier là-dedans, tous ceux qui ont passé par le pensionnat, oui. Donc, j'ai beaucoup apprécié à croiser ces femmes-là, puis qu'elles puissent présenter leur travail. Je pense que ça doit être une fierté pour eux. Puis, en tout cas, c'est le fun de les voir ici à Montréal aussi, qu'ils puissent présenter leur film ici aussi. C'est le fun. Absolument. C'est des femmes d'une très grande force aussi. J'aimerais savoir, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'elles en ont pensé? Ah non, je sais pas. Mais je sais pas. On n'a pas eu la chance d'en parler, mais ce que je me souviens, c'est qu'elles avaient quand même beaucoup de fierté à ce niveau-là de ce film-là. Puis je pense qu'elles étaient contentes du résultat. En tout cas, je pense aussi que c'est le fun que la Wapikoni Mobile permette, en fait, que ce film-là voyage puis soit présenté dans des festivals. Et je pense que c'est vraiment une belle... une belle plateforme, une belle façon de diffuser le message, puis de le faire entendre, puis d'élever ces voix-là. Donc... J'aimerais parler un peu de la Wapikoni, avec qui on collabore depuis plusieurs années déjà. Pour les gens à la maison, est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi la mission de la Wapikoni? Oui, la Wapikoni Mobile, en fait, c'est un studio mobile qui voyage à travers les communautés autochtones. Et en fait, le studio mobile, c'est une roulotte qui est équipée de tout ce qu'il faut pour faire des productions audiovisuelles, des caméras. Il y a des cinéastes monteurs qui sont là aussi, qui vont être là pour aider les participants à faire leur film. Et ça fait longtemps que ça roule. Enfin, oui, ça roule, comme on dit. Là. Ça fait longtemps que ça voyage dans les communautés. Puis il y a plus de 1000 films. Il y a énormément de films qui sont plus de 1000 films. Oui, plus de 1000 films et également plusieurs prix qui ont été gagnés à travers il y a plusieurs films qui ont remporté des prix. Donc ça, c'est vraiment génial parce que, tu sais, c'est Et en fait, la Wapikoni Mobile va rester pendant 1 mois. C'est des escales qu'on appelle. Donc, l'escale dure 1 mois et les participants ont 1 mois pour faire leur film.
Wow. Donc, c'est ça, c'est des films, des courts-métrages qu'on réalise la plupart du temps. Puis ces courts-métrages-là, c'est ça, on est rendu à quand même à plus de 1000 films environ, oui. Donc, c'est ça. C'est quelque chose. Oui. Je me demandais, pour les gens à la maison, comment est-ce qu'on peut soutenir la mission de la Wapikoni? Soutenir la mission, je pense que c'est... Mais en ce moment, on est dans une campagne de dons. Donc, enfin, une campagne de dons, on peut soutenir de cette façon-là, donner des dons. Parce que $1, ça permet... On peut le voir comme $1 pour 1 kilomètre, parce que c'est important de faire déplacer les roulottes dans les communautés. Et je pense que c'est une façon de contribuer puis de continuer, en fait, à ce que la WAPI puisse continuer sa mission avec les communautés. Et dans la mission de la WAPI, c'est quand même... ce qui est important, je pense qu'il faut partager, c'est que ça permet en fait au développement personnel, mais aussi professionnel des gens. Et il y a tellement de personnes de talent qui ont été découverts à travers les escales des gens, mais aussi les histoires qui sont racontées, les histoires des communautés, puis les voix, les messages qu'on transmet à travers ça. Et ça, c'est quelque chose que la WAPI a pu contribuer. Puis, mais c'est ça. Je trouve que c'est une très belle mission. Puis c'est devenu comme... On sent aussi qu'il y a un besoin de ça. Tu sais, les jeunes veulent... Ça touche beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes. Mais ces jeunes-là peuvent raconter des histoires à travers, sous forme d'audiovisuel et tout ça, des créations audiovisuelles. Donc, c'est ça. C'est vraiment une belle plateforme, oui. Et puis, Catherine, moi, je me demandais, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais mentionner, que tu aimerais dire sur la Wapikoni? Je pense que la Wapikoni Mobile, c'est quelque chose qui est important au niveau, tant au niveau la façon dont les Autochtones s'élèvent aujourd'hui puis deviennent plus indépendants, mettons, qui prennent en main leurs paroles et tout ça. La souveraineté narrative, par exemple, qui est mise de l'avant par la Wapikoni Mobile et qui est un sujet qui est de plus en plus abordé et que je trouve que le film représente très bien, là, le film du collectif qui représente bien cette forme-là. Et dans le fond, c'est dans le but de protéger nos savoirs, nos histoires, nos récits, mais de pouvoir aussi les raconter à notre façon. Puis je trouve que ça enrichit le cinéma, ça enrichit la façon de raconter les choses. Et moi, je le dis souvent quand je parle de ça, mais quand je parle de tout ce qui est autochtone, en fait, c'est que nous, on contribue, on enrichit, en fait, la culture canadienne, québécoise et tout ça. Les cultures autochtones sont là pour enrichir également. Mais je trouve aussi qu'on vient enrichir aussi le cinéma, les arts. Mais je pense que la WAPI, c'est un peu ça aussi qui vient amener des formes de récits qui vont faire évoluer les choses, puis voilà. Absolument, absolument. Ouais. C'est tout un enrichissement. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Catherine. Merci encore d'être venue nous voir. C'était une très belle visite, short and sweet, but sweet. Merci beaucoup. Merci, Catherine. Miigwech, merci. On est bien chanceux aujourd'hui puisqu'on a Arshia Shakiba avec nous en studio. Bonjour. Bonjour. Pour nous parler de son superbe documentaire Who Loves the Sun. Aujourd'hui, ce segment du balado va se faire en anglais, mais je vais essayer pendant la conversation de lancer des petits mots ici et là en français. Voilà. Hi. Hello. Hello. Thank you for coming all this way to see us. Absolutely, my pleasure. Thanks for having me and in this beautiful setup. Yes, as you can see, we're pretty festive. Absolutely. It's our 10th anniversary. And to kind of loosen up, I wanted to ask you a silly question. For sure. And I was wondering, what is your favorite birthday memory or your favorite birthday gift that you've received in the past? Because I have a very strange ups and downs in my life because of my parents left when I was 15, and I was sometimes alone before that. So I didn't celebrate birthday much. Mm-hmm. But I remember my first surprise birthday. I think I was 7 years old. Ooh. And I didn't know the concept. And all my classmates was there, and I was crying.
Yeah, I was overwhelmed by joy, and it was like a good cry. Yeah, that was something I remember. And I grew up in Iran, and I remember it was during the war, sanction and everything. So my mom kind of made all the decoration herself. She colored the papers and made hats for everyone. It was a beautiful memory. That's a beautiful story. Yes, thank you. What we could do is start speaking about your wonderful documentary. I was wondering, could you explain your film in a few words for the people at home? I can tell my intention and how the film came about. Yeah, Absolutely. My first intention was to. In that time, I was very into human condition in extremes. I still think about it. I think it still reflects my new film also. I think when there's chaos, when everything is out of order, we have instincts that we forgot we have, and they kind of wake up and help us go forward and survive. And we won't see them. We kind of forget them unless we are in those extreme situations. Mm-hmm. We don't have those here in North America as much, but there are places that they live in extremes. And one of the examples is war zones. Mm-hmm. So my initial idea was to make a film about refugees in Syria and Iraq, and with the focus of children who are musically talented. Mm-hmm. So this idea came from me sitting in my comfort home, Googling with my laptop, don't have a right image of what's happening. Mm-hmm. So with this intention, I went to Syria and I did some research, and I realized there are a lot of other stories. There are refugees, there are fighters, and there are people who stayed and tried to survive day by day. Mm-hmm. And my understanding of region was not how it was. If I give this example that it was like I'm sitting in the land, I'm thinking about the story of ocean. So it wasn't exactly how I imagined it. That's a beautiful image, actually, yeah. Thank you. So, and when I was there, I realized a lot of other stories of resilience and surviving, and oil and people around the fuel was one of them. And that eventually became that film. It's quite breathtaking. You were speaking of extreme situations, and I was curious, what were the biggest challenges during the filming process? I'm thinking, for example, we see Mahmoud right next to a fire and smoke. What were the extreme situations for you and challenges during the filming process? This film, I think, is a film of access. Mm-hmm. When we make fictions, I think the backbone of a film is the story. But in this type of observational documentaries, I think the structure stands on a unique access, and for those unique accesses, you have to push further, and also go to more dangerous place, more uncommon place that people go, and that comes with a lot of risk. When we filmed that Who Loves the Sun, it was during the Civil War. It still was happening. All those people you see in the film, they are armed. And also the pollution of that you see in the film was very toxic. It was a very toxic place. So we had a lot of safety challenges and also health issues. I'm assuming, was it easy to kind of build a rapport with the locals when you during the filming process? Did you have to work on trust or? Yeah, but I kind of, because I also came from I worked on 2 other films in the Iraq, and also I came from working with Zaina Akyol on Rojek, so we were kind of in the right rhythm. So if I can describe it like a short version of that rhythm is. Or you could do the long version too. Yeah, please. So we usually
of course, we have to get a trust. We have to get permission for any location, and also we have to find protagonists who like to be part of the film and who would like to participate. None of us speak Arabic. The crew was me, Zaine, and we have a driver who was also translator, and we had one assistant who would change every couple of days because of logistic reasons, and some of them didn't want to come back. It was toxic. It was toxic, and one of them even had asthma. He didn't want to come back. So in 2 weeks, we worked with 4 different people as an assistant. So why did I say that? What was your question? I was asking you how to get the trust and the rhythm. So we usually find a permission from the locals to go to a location, and then is to get a trust and find the people who like to participate. Wherever we go with cameras, there are people who like to be, who are curious of what we're doing. They kind of come towards us. Who are these people? What's happening? What are they filming? And they're curious. And there are a lot of people who just look away. They don't want to be bothered. What I learned from working with Zaine, those people who come around camera, who have the curiosity, a lot of them are good. If they are charismatic enough, if they are interesting enough, they can be very good collaborators, because they are locals. They know much more about what's happening than us, and they would show us things, show us places. And Mahmoud was one of them. Mahmoud was like in the first 3 days we didn't film him, but he was always around. And on the 4th day, we filmed him a little bit. At night, we checked the footage. We saw he has a very good presence in camera. And he became our new protagonist and also collaborator. Like I was asking him, what should I film next? Or also, if I was filming a fire, he knew I'm interested in that. So he would tell me, come back tomorrow at 2, there's a bigger fire. If I was running after a dog with a camera, he would say, oh, there's another dog there, come, let me show you. Even though we didn't have a common language, he was very passionate about this new thing in their boring, maybe repetitive life. So he was one of the collaborators of the film, for sure. So in a sense, the writing process, you collaborated with him for the writing process of the film? There was no writing process. We filmed, we saw this location, we filmed it in 2 weeks. Wow, okay. And we shaped it in editing. So the writing process was a start from my curiosity to the location and to the operations, and ended by our picture lock at the end of editing with Matthew Boujean-Malo. So I was basically filming and just following the process was happening, and capturing anything that would interest me, and eventually we put it together, find the right rhythm and a storyline that makes sense with Matthew and the editing crew. Was a lot of material removed? Did you have a lot of material? Not for documentary, not that much. Mm-hmm. We didn't have interviews. We didn't have. Basically, my shot was getting better day by day. As you saw, the film is around the makeshift oil refinery. Mm-hmm. Even though it's makeshift, even though it's a little bit like post-apocalyptic with a very basic material, it still is considered as an industrial process. Mm-hmm. And like any other industrial process, is very repetitive. They have a same rhythm. Like in the morning, they bring the fuel, then they put it in those tankers, then they start heat it up in certain pressure, and at night the big fire comes, then there's distribution. So it was the same routine every day. So day by I was following that routine, and day by day my shot was getting better because I was understanding the lighting, I was understanding. So for this tanker maybe I should be around like before sunrise or
this one should be around sunset. Like I was understanding that my location and lighting day by day better. So at night I was reviewing shots and I was trying to improve it next day. But the whole operation was very repetitive, and after a few days I knew what's going to happen, and find a little bit to push my idea in a more aesthetically pleasing. You knew the direction you were going to take, aesthetically speaking, based on that repetitiveness. Because I shot something, I would watch it at night. I said, okay, I wish it was a little bit like that or wider. Or so next day I knew, like the light was, I don't know if the sun was too harsh, but everything else, the operation was nice. I would go back when towards sunset and film the same thing. For example, there's a scene in the film when they, at the end of the operation, when everything cooled down, people who are shorter and smaller, and sometimes children, they go inside the barrels and they clean it up. And that's in the film. And I shot that during, like, around noon. It was an interesting operation, but the light was very harsh. It was not beautiful. So I came back and shot it around like 5-6 p.m., like maybe right before sunset. You can see the lighting is beautiful. I have I have another question, but I'm curious about the soundscape of the film. I was wondering if you could speak to us about, talk to us about the collaboration you've had with the artist you've collaborated with for the music score, the sound score. Absolutely. I was for the film. Beside the visuals, sound was very important because we were sharing the. I think my intention. My unconscious intention in this film was to share in the same location, same experience with the audience. So to make that ambience, that atmosphere, that word, sound was one of the big elements. But the issue with the real sound of the location was in Syria, especially in that location, in that region, they didn't have electricity. So most of the electricity was by generators. Oh. So every corner, every 100 meter, every 50 meter was a generator. So this pop, 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 pop sound of a generator was dominant sound of everything. Mm-hmm. So it was not beautiful or pleasant to listen to it for 20 minutes. So even though I record everything cleanly and nicely, we had to kind of remake it or clean it up again. And that was what we did with Sylvain Bernard, and also Bernard for the mix. They did an amazing job in that, but took a while. And for the music, also, I tried music different. We worked with 3 different composers. The issue with music is very suggestive, and I thought that word was a little bit exaggerated place. Everything was a little bit too much, and any music we were trying was just suggesting things in the wrong direction. Mm-hmm. Like it had too much feelings, too much. Make things even more dramatic than it was, or other directions beside drama. So we end up not using the music. Just we have a little bit at the end that track that we work with Elia Ghafouri, and I think worked nicely for my ideas. Yes. Is there something that is less obvious after, for example, a first watch? That you'd like people at home to know about this film? Things that are less obvious are things that are not in the film. Mm-hmm. Something that I didn't notice when I was filming, and I noticed it in the editing room, was there's a last scene in the film that we are following Mahmoud, our protagonist, towards his home. And
we were following him by a car. I was hanging out the window to film him, so I couldn't see all the details that his motorcycle light was showing. And the light, even though the whole village, whole road to his home was dark, the life was going on. People were playing soccer, families were walking around, neighbors were hanging out, but we couldn't see it. And even I didn't notice, I captured a little bit of it. In the film, you can see the families who are walking, the kids are around the road, and a little bit of soccer going on. But yeah, that was something that I didn't notice, this life in the dark in the region that they had a lot of oil, but they were not using it themselves. Yeah. Yeah, it surprises you when they come out of the shadows. When you follow the motorcycle. Yeah. I had another question. Did Mahmoud see the film? No, he hasn't. No? No, he hasn't. We don't. He speaks Arabic. I don't speak Arabic. We don't have a common language. We are still in contact. We are in WhatsApp, and our most communication is towards pictures that we send to each other and emojis. But I couldn't share the film because of the distribution. I can share it now, actually. He saw the shots, but he never saw the finished film because I didn't know if in that part of the world they might put it on internet or something. So because of that, I didn't share the whole film. But I think now that we are kind of end of the circle, I have to talk to my distributors. I can send him a copy. For sure. Yeah. Well, I'm curious. Tell us what he thinks. Yeah. I think my last question, you're a prolific filmmaker. I was wondering what lesson did this film specifically teach you? I'm very new in this style of filmmaking. Mm-hmm. In general of filmmaking, most of my film career I was working as some sort of technical part of cinema, cinematography, editing. I was never good to find a story or find something that I want to express and as my own film. But this film, what I got from it is a little bit of a style of. I realized I can be observer. I can make observational documentary. I don't have to have my own story. I can improve that part to be able to capture a story as an observer, and this direct cinema was, I think, is something I can work on, and I can improve it. So that's what I got from this film. Is my first approach in make a direct cinema film, and I think that's something I can do for someone who's not a good storyteller. Yeah. Well, that's pretty much it. Unfortunately, I would continue this conversation for hours. Absolutely. Thank you so much for coming to see us. Thank you for having me. Yeah, perfect.